Adam de 7 ans qui vient d'Écully nous dit: «Devenir policier, c'est ennuyant. La vente, c'est ça l'aventure». Les super-héros les plus forts font du bizdev de Mathéo, 6 ans, de Paris. Alors personne n'est parfait, tout le monde ne vient pas de Lyon, mais en tout cas, ça fait rêver les enfants. En fait, tout ce que je vous dis, c'est faux. C'est vraiment pas l'image qu'on a du bizdev, de la vente. En fait, la vraie image de la vente, c'est plutôt ça. On va au contact, on se bat pour avoir des clients. C'est vraiment un travail de longue haleine et où les résultats viennent après vraiment pas mal d'investissements personnels. Et voilà, ce n'est pas forcément un boulot idéal, c'est dur. Il faut aller au charbon, comme on dit. Il y a aussi la pression du chiffre, la pression du chiffre par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aussi à notre direction. On peut passer son temps à attendre le retour d'un client ou d'un prospect qui nous appelle. Des fois, on dit qu'un vendeur, c'est un Chief Waiting Officer. C'est des résultats qu'on ne peut pas forcément contrôler. On est quand même tributaire de ce que le client va nous dire. Est-ce qu'il est intéressé par notre offre, par notre solution? Donc, voilà, c'est quand même très aléatoire comme métier. En quoi c'est agile et pourquoi notre approche justement est flexible et va pouvoir nous protéger de toutes les choses que l'on ne maîtrise pas. On va se concentrer sur 3 approches et 3 étapes essentielles du vendeur. Le premier, c'est tester les besoins du client. Ensuite, construire et ajuster le process de vente. C'est là où on est plutôt fort chez Northstar. On va vous l'expliquer avec mon collègue Jérôme. Et équilibrer le marketing, vente et service client. En fait, si on a ces 3 ingrédients, on peut vraiment faire des bonnes ventes et quelque chose de plutôt optimisé dans le process. On va parler un petit peu de nous là maintenant, juste pour vous expliquer qui nous sommes. Alors ça, c'est quelques-unes de nos références. On travaille beaucoup avec des grands groupes, comme vous pouvez le voir, en France, mais aussi en Pologne, là où je suis. On travaille aussi avec la Lituanie, avec l'Angleterre. Voilà, on est une entreprise plutôt européenne avec que des experts dans la vente. Moi, personnellement, j'ai pu travailler avec Sanofi, Renault Trucks, Rhodia, Solvay, des entreprises qui doivent vous parler sur le bassin lyonnais. Mais voilà, on propose nos services à plusieurs entreprises. Alors là, vous avez des grands noms, mais on travaille beaucoup aussi avec les startups, les petites et moyennes entreprises, parce que c'est surtout là aussi qu'on a besoin de mettre un premier process de vente pour pouvoir performer par la suite. Jérôme, je vais peut-être te laisser te présenter parce que justement, toi, tu connais Nerstar depuis très longtemps et tu as fait partie des équipes qui ont commencé aux États-Unis par la vente en porte-à-porte. Donc, je te laisse te présenter. Oui, il y a un truc rigolo à retenir de Northstar, sans raconter ma vie et celle de mes collègues, c'est qu'on est nombreux à avoir cette expérience initiatrice un peu en commun. Moi j'ai fait le SCP, comme dit Romain, personne n'est parfait. Mais quand j'étais étudiant, je faisais ça. On participait à un programme où on allait vendre aux États-Unis des livres éducatifs en porte-à-porte. Et un certain nombre de gens chez Northstar viennent de là. Et alors vous allez me dire, c'était pas du B2B, c'était pas des produits, voilà. Mais ça nous a appris à aimer la vente, à comprendre une éthique de travail par rapport à la vente qui était efficace. On a eu la chance de travailler et d'être formé par des gens au top. Et chacun de notre côté, chez Northstar, on est tous après démarrer notre carrière. On a créé des boîtes. Moi, j'ai géré des boîtes, j'ai été DG, etc. J'ai eu une start-up aussi. Enfin, et à un moment, on s'est tous remis ensemble. Disant, bah, tiens, ce qu'on a appris au tout début de notre carrière, ou même avant, quand on était étudiant, et maintenant qu'on fait du B2B et tout, est-ce qu'on peut pas aussi en faire profiter d'autres entreprises? Donc, c'est de là que c'est un peu l'ADN quelque part de, de Northstar, même si ça a bien évolué. Les bases, tout ça pour vous dire que la vente, on connaît un peu. Merci, Jérôme.
Juste de mon côté, comment j'ai connu la vente, en fait, j'ai commencé chez Siemens à Saint-Priest sur une partie lobbying pour la ville de Lyon pour intégrer des équipements technologiques Siemens sur les grands projets. Et après, je suis allé dans le dur. Donc, vous avez une photo de moi. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Leonardo DiCaprio, mais presque pareil. Non, en fait, j'ai commencé chez Extia où je faisais vraiment du phoning, du call tous les jours avec des métriques assez hallucinantes, avoir 10 rendez-vous clients, 10 entretiens avec des clients potentiels et 2 présentations de consultants par semaine. Donc Extia, ceux qui ne connaissent pas, c'est une ancienne filiale d'Alten, donc du conseil en ingénierie. Il y a énormément de concurrence et des méthodes de vente un petit peu à l'ancienne, comme on dirait. C'est là que j'ai compris que je ne voulais pas faire comme ça. Ça ne me correspondait pas à ma personnalité. Et après, j'ai pu me modeler moi en tant que sales dans différentes structures. Donc chez Natech, par exemple, où là, c'est mon aventure d'expatrié qui a commencé en République tchèque, puis en Pologne. Je construisais des équipes IT de 10 à 200 personnes dans toute l'Europe centrale. Et là où j'étais au contact de C-levels, donc de grands directeurs que de boîtes qui faisaient plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Expérience intéressante, mais qui m'a mené à la création d'entreprise. Donc, j'ai créé une boîte une software house qui fait des logiciels sur mesure pour la France. Une boîte de conseil en entry market pour l'Europe centrale. Je suis aussi président de la French Tech de Cracovie, donc c'est une communauté qui date d'1 an. Et on aide justement les startups. On a une grosse coopération avec clients. Donc voilà, dans la tech, dans la vente. Et comme disait Jérôme, ces premières expériences au contact, au charbon, voilà, ça nous a forgés. Et après, nos expériences personnelles, ça a pu justement nous construire en tant que vendeurs. Donc, c'est ce qu'on voudrait vous partager aujourd'hui et justement vous montrer les erreurs qu'on a pu faire et surtout comment y remédier et comment avoir un vrai process qui peut justement vous mieux visualiser où vous allez. On commence par quoi? La stratégie de vente B2B. Ça, c'est un cycle de vente. Vous devez connaître, je pense, ce que c'est. Tout simplement, c'est ce qui permet à l'origine d'avoir un prospect et de le transformer en client. Normalement, ces étapes, vous les avez grosso modo dans votre process, vous, dans votre entreprise. Des fois, elles sont ensemble. Par exemple, on peut dire que le résumé va avec le prix dans certains cas de figure. Des fois, le premier rendez-vous de qualification, on a déjà une démo. Donc, ça dépend comment vous avez déjà adapté votre process de vente. Mais en tout cas, on a ces grandes étapes normalement. Sur le premier contact, sur l'approche, et le but, c'est de le convertir en rendez-vous. On pourrait passer du temps sur toutes les étapes, mais ça ne fera pas 1 heure de workshop. Alors, juste pour votre information, on fait 30 minutes de présentation et après 30 minutes de questions. On veut vraiment vous laisser la parole par la suite. Et voilà, donc on va se concentrer plutôt sur la première étape. Et c'est là où commence notre méthodologie. Il faut se structurer dès le départ. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de construire des personas et les key selling points. Normalement, en tant que chef d'entreprise, vous avez déjà une bonne idée de quels sont vos key selling points, quels sont en fait vos facteurs à clé de succès, quelles sont les petites phrases qui vont faire tilt dans la tête du client et qui vont résumer rapidement votre offre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même travailler en fonction de la persona, c'est-à-dire en fonction de la typologie de prospect que vous allez avoir en face. Ensuite, on peut parler justement des questions du prospect, de ses objections, des fonctionnalités que vous allez présenter par rapport justement à ces objections, à ces besoins clients, puis un résumé, et ce qui est important aussi pour continuer par la suite le process de vente. Alors, quand on parle de persona, ça c'est notre méthodologie. Un persona, ça peut être un directeur de startup, ça peut être un CTO, ça peut être, je sais pas, un directeur RH, ça va être le poste de la personne que vous visez en général. Donc, vous pouvez avoir 5, 10, 15 personas différentes et ça va déterminer justement les besoins logiques, les besoins émotionnels. Donc, on va faire une vraie analyse un peu psychologique
et opérationnel de la personne que vous visez. Alors, on peut avoir, par exemple, un directeur d'entreprise d'une boîte qui a 10 personnes, un autre persona d'un directeur d'entreprise qui a 100 personnes. Voilà, il faut vraiment être le plus précis possible. Vous allez lister ses responsabilités, donc tout simplement ce que vous pouvez trouver dans une job board, par exemple, et les besoins logiques. Qu'est-ce qu'il fait dans son travail de tous les jours? Ensuite, les besoins émotionnels. Il a besoin de maintenir une équipe, il a besoin d'investir dans son innovation, etc. Là, ça va être plus sur qu'est-ce qui peut le frustrer tous les jours et quels besoins vous pouvez répondre par rapport à ça grâce à votre solution. Donc, c'est là où interviennent les key selling points en fonction des personas. On va augmenter l'efficacité de vente, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est très individuel en fonction des personas. Et c'est un boulot qu'il faut faire dès le départ pour ensuite aller beaucoup plus vite. Donc ça, nous, on peut passer du temps avec vous de façon individuelle pour construire cela et après voir le résultat. Ça permet aussi d'avoir des métriques par la suite. Quel genre de persona va pouvoir acheter au maximum votre solution? Est-ce que vous devez réorienter un petit peu vos stratégies de target en fonction du persona, etc. Maintenant, on va se concentrer sur générer des leads. Je vais passer la parole à mon collègue Jérôme et il va vous présenter tout ça. Merci Romain. Et oui, alors effectivement, les leads, c'est important parce que c'est le premier. Pour avoir un premier contact, il faut avoir quelqu'un à contacter. Donc ça vient quelque part juste avant le cycle de vente. C'est là qu'on voit que le marketing, le digital marketing et la vente sont vraiment de plus en plus liés. Mais justement, euh, une recommandation qu'on a souvent faite, c'est de faire attention aussi à pas trop industrialiser ce qu'on appelle le lead gen, cette génération de leads comme ça. Ça dépend de votre marché. Évidemment, si après cette session, on en reparle en individuel, chaque entreprise a un marché de taille plus ou moins grande, avec des gens plus ou moins proches, etc. Mais dans l'ensemble, on s'aperçoit que on a les jeunes entreprises, notamment dans la tech, mais pas que, ont tendance à travailler beaucoup sur les leads froids et à industrialiser, à shooter des mails, etc. Tout fonctionne, mais une première recommandation, c'est d'essayer de réfléchir à est-ce que tous mes leads sont de la même qualité et est-ce que j'ai pas des leads qui sont déjà chauds, des leads tièdes qui peuvent par exemple venir de recommandations euh, avant d'acheter des bases de données ou d'aller passer du temps sur LinkedIn, récupérer des contacts, etc. Très souvent, on s'aperçoit en faisant un exercice assez simple, juste avec un papier et un crayon, que on connaît déjà assez de monde pour démarrer sa boîte. Je suis pas en train de vous dire qu'on peut démarrer un business juste avec sa famille, ses cousins et ses voisins, d'accord? Mais c'est la première recommandation, après à détailler en fonction de chaque entreprise, c'est d'essayer déjà de ne pas avoir une approche industrielle pour tous vos leads. Des fois, vous avez des leads qui sont dans le bureau d'à côté ou de l'autre côté de la rue, ou vous avez un numéro de téléphone, vous allez aller à une conférence, ou c'est un ami d'amis, ou c'est un copain de promo. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui fonctionnent de manière plus chaleureuse, plus chaude à exploiter. À exploiter aussi, c'est ce que nos parents appelaient le réseau, quoi. Il y a 30 ans, j'imagine, quand on disait j'utilise mon réseau, c'était pas Facebook, LinkedIn, c'était les vrais gens quoi, qu'on avait autour de soi. Donc voilà notre recommandation sur le lead, c'est essayer de mêler à la fois digital et non digital et vraiment personnel. Et évidemment, on n'approche pas les gens de la même façon, mais ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Bon, une fois qu'on a ces leads, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, il y a pas mal de choses à faire, mais une première approche qu'on a validée avec beaucoup d'entreprises, c'est la suivante, c'est d'avoir un process pour ce premier contact
qui va être d'envoyer 3 mails. Alors, je vous ai dit, je ne t'ai pas dit de ne pas faire de mails, on peut en faire. Si vous voulez vraiment dupliquer, voilà, scaler, avoir vraiment du volume de contact et industrialiser un tout petit peu les choses, on a remarqué que ce qui fonctionnait bien, et dans la plupart du temps, c'est faire 3 mails et ensuite un appel. On en discutait pas plus tard qu'hier avec une entreprise qui s'appelle Hello Charlie, avec qui on travaille sur, qui est un QBH7, mais qui fait des services dans la EdTech. Et alors, eux, ils font que des mails, mais ils appellent pas. Et la semaine dernière, avec Romain, on a eu une discussion avec une autre société où ils faisaient l'inverse. Ils envoyaient pas de mail, ils prenaient des stagiaires ou des vendeurs débutants et ils leur donnaient une liste et puis ils disaient vas-y appelle, ce qu'on appelle les cold calls, c'est-à-dire entre guillemets appeler dans le dur. Tout peut fonctionner, mais nous on propose une espèce d'hybride entre les deux, qui est de dire on va faire 3 mails et ensuite on va faire un appel. Et on arrive en général à 15-20% de conversion en rendez-vous. C'est-à-dire sur 100 mails et appels, sur 100 personnes qu'on va approcher comme ça, et ben, on va avoir probablement une personne sur 5, une personne sur 6 qu'on va réussir à voir ou avoir au téléphone longuement ou avec qui on va faire une visio. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces mails? Ça, c'est la grande question. Oui, avant, pardon, comme c'est Romain qui met les slides. On peut faire ça, on peut faire des campagnes en fait un peu tout le temps. À vous de voir quand on pourra à nouveau se déplacer, par exemple, si vous allez dans une ville ou si vous faites des conférences, des salons, des tournées, quelle que soit l'excuse en fait que vous voulez trouver pour faire une campagne, voilà, réfléchissez à peut-être une campagne sectorielle. Commercialement, c'est toujours plus intéressant. On le verra tout à l'heure. De cibler des entreprises qui vont être du même secteur d'activité, éventuellement du même secteur géographique. Essayez de regrouper vos campagnes par thème. Ça peut être géographique, sectoriel. Ah oui, quelques outils à tester avant de vous expliquer comment on rédige les mails. Bon, vous les connaissez certainement. Moi, j'utilise Snow.io, qui est pas mal, qui permet justement d'automatiser les mails, de voir qui est ouvert, si vous mettez des pièces jointes ou des liens, qui a cliqué. Voilà, Woodpecker est pas mal aussi. Enfin, il y a des choses qui fonctionnent très bien, qui sont gratuites ou pas chères, que vous connaissez peut-être certainement. Et si vous ne connaissez pas l'un ou plusieurs de ces trois-là, je vous encourage à aller checker ça. Alors, on écrit quoi dans ce mail? Voilà un peu la question qui tue. Eh ben, on va revenir sur le fameux tableau de base dont parlait Romain tout à l'heure. C'est c'est là qu'on utilise notre méthodologie, justement. On va reprendre nos personas et nos key selling points. Avant de rédiger un mail, il faut avoir l'objectif en tête. Il y a un piège dans lequel on tombe parfois, tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est parce que j'ai fait cette erreur moi par le passé aussi. C'est que quand on fait ce premier contact, et ça vaut pour un mail, pour un appel, pour quelqu'un qu'on rencontre dans un salon, dans une conférence, quand on fait le premier contact, souvent quand on est créateur d'entreprise, on est très enthousiaste et on a envie on a envie de parler de sa solution, de ses fonctionnalités, de pourquoi on a fait les choses, qu'on va changer le monde, etc., etc. Et en fait, on s'aperçoit que le premier contact, souvent, c'est pas le meilleur moment pour dire tout ça. Donc, à garder en tête, l'objectif du premier contact, c'est pas de vendre, surtout pas, c'est uniquement d'attirer l'attention pour ensuite continuer le reste du cycle de vente. Alors, de combien de temps on dispose pour faire ça? Pas beaucoup de temps. Sur la slide suivante, on a quelques stats qu'on a glanés, mais retenez que en fonction du canal de contact,
vous avez plus ou moins de temps si vous êtes à une conférence ou un salon. Vous pouvez avoir plusieurs minutes pour faire ce premier contact, mais vous n'aurez jamais une demi-heure, c'est assez rare. En tout cas en B2B. Au téléphone, vous avez clairement moins d'une minute. Et sur un email, je ne sais pas si c'est 3 secondes ou 7 secondes ou 15 secondes, mais ça va super vite parce que on est tous pareils, on est bombardé d'emails, donc on voit l'objet du mail. Sur certains clients, on va voir éventuellement la première phrase voilà, du texte et puis basta. Quoi. Donc très vite, on shoot ou on shoot pas et ça va super vite. Donc, une fois qu'on sait tout ça, il faut qu'on arrive à répondre à ces questions-là qui se passent dans la tête du prospect et qui se passent un peu à la vitesse de la lumière, notamment sur les mails, qui est de se dire, mais, voilà, quand quelqu'un est contacté pour la première fois, elle se dit, qui est cette personne? Est-ce que ça m'intéresse? Ça va être long, ça va pas être long? Est-ce que je peux m'échapper s'il y a besoin? Est-ce que je dois vraiment écouter ou lire? Voilà. Donc, quand on travaille les premiers contacts, on essaye de rassurer la personne sur ces questions-là avant tout. Et encore une fois, c'est ça qui va attirer son attention. Et vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de questions auxquelles répondre rapidement. Donc, il n'y a pas la place pour vendre quoi que ce soit sur ce premier contact. Je vous ai, bon, ça c'est un exemple. Je pense que Romain a prévu de vous envoyer la présentation. Et de toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez regarder. Mais voilà un exemple qu'on peut lire rapidement et après vous verrez exactement comment c'est construit. Voilà, qui dit: Bonjour Guillaume, je vous contacte car je rencontre des fondateurs d'entreprises tech à Lyon pour booster leur efficacité commerciale pendant et après la période de confinement. Et j'ai déjà échangé avec des personnes que vous connaissez peut-être, comme Julien Marbouti du H7, Jean-François Manière à Lyon. Voilà. Et j'organise des appels avec des entreprises à Lyon cette semaine. Est-ce que vous auriez 15-20 minutes pour un premier échange? Si oui, est-ce qu'on peut s'appeler mercredi 29 avril après-midi? Ça, un email type. Ça reste un exemple, mais c'est un email type. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément là-dedans si on essaie de décortiquer? Le premier élément, c'est que dans la première phrase, on décrit toujours la cible. On a mis: Bonjour Guillaume, je contacte les fondateurs de start-up de Lyon, ou je contacte les DRH de la Silicon Valley. D'accord. Toujours décrire rapidement, en 3 mots, le poste des personnes à qui on s'adresse, le type d'entreprise et éventuellement un lieu. Ça crée une espèce de sentiment ça rassure les gens. Et quand quelqu'un lit ça, je vous passe les validations scientifiques derrière, mais quand quelqu'un lit ça, c'est dit: OK, c'est à moi qu'on parle, c'est pas juste encore un énième spam qu'on m'envoie. Cette personne qui m'envoie ce mail a effectivement cherché à me contacter moi. Donc c'est déjà intéressant, ça me dit: ah, OK, c'est effectivement à moi, c'est pas juste une pub ou un truc complètement random, donc ça marche bien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est dans la phrase d'après ou dans la demi-phrase qui suit, justement de parler au moins d'un key selling point, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte comme valeur. Et alors, on va essayer d'avoir des phrases qui sont vraiment très courtes, de 3 à 8 mots. On va parler des valeurs que notre service ou notre produit apporte, surtout pas des fonctionnalités. D'accord. Et justement, on va essayer de ne pas être trop spécifique. On va rester un peu vague, un peu général. Le but, encore une fois, c'est pas de vendre, c'est d'attirer l'attention. Donc, on essaye plutôt, au contraire, d'avoir un texte qui va générer des questions, un peu du mystère, un peu en mode teasing comme ça, pour interpeller les gens, en fait, tout simplement. Encore une fois. Voilà, ça c'était le deuxième point. Un ou deux key selling points. Alors, un key selling point, c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure. C'est quelle valeur vous apportez aux entreprises avec qui vous travaillez ou vous aimeriez travailler. Et le troisième élément, c'est de mettre des noms. Alors ça, c'est marrant. C'est un truc que nous, on a appris en travaillant avec les anglo-saxons, qui commence à être vraiment bien impactant en Europe.
Aux États-Unis, il faut faire attention à ne pas trop le faire parce que du coup, ils connaissent un peu la technique. Mais utiliser des noms, ça marche. Ça crée une connexion, ça rassure les gens, d'accord, et ça attire l'œil aussi de manière générale. Il ne faut pas utiliser n'importe quel nom. Faut utiliser. Déjà, il ne faut pas mentir, d'accord. Mais vous pouvez utiliser par exemple des noms de gens avec qui vous avez déjà parlé ou déjà échangé, d'accord. Pas des clients, juste quelqu'un dans le même secteur, dans le même écosystème, quelqu'un que le prospect serait susceptible de connaître. Vous avez le droit de dire, j'ai déjà parlé à machin. Vous allez dire, ça avance pas à grand chose. Bah, ça rassure les gens et ça interpelle. Évidemment, si vous avez des clients euh, qui sont du même secteur, qui sont dans le même écosystème, c'est bien de les citer également. Vous pouvez citer, il n'y a pas de mauvais nom, d'accord. Vous pouvez citer, quelle que soit la relation des gens entre eux, je veux dire, ils peuvent être amis ou concurrents ou ennemis, c'est pas grave. À partir du moment où c'est des noms qui font du sens par rapport à un secteur d'activité, c'est l'essentiel. Voilà. Mais ça fonctionne vraiment bien, donc il faut prendre ce réflexe de le faire. Enfin, moi, j'ai même vécu. Hein, quand on fait du conseil en stratégie commerciale, on a cette chance, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes les conseils qu'on donne aux autres. Et il n'est pas rare que des gens répondent à nos mails ou quand on les appelle au téléphone aussi. Ils disent ah ben j'ai vu que vous connaissiez machin. Voilà. Et la discussion elle commence comme ça. Et tout de suite on est dans une relation qui est riche humainement et qui va dans les deux sens, qui n'est pas juste j'essaye de te vendre un truc et c'est pas comme la boxe taille que Romain montrait tout à l'heure. Donc les noms c'est important. Alors il y a quelques erreurs communes qu'il faut éviter dans les mails, je vais les revenir rapidement sur chacune qu'on voit régulièrement, pas tout le temps. Mais les emails trop longs. Hein. Nous, on dit toujours, on le dit chez Northstar en anglais, people love to buy, they hate to be sold. C'est-à-dire on adore acheter, on adore faire du shopping. D'ailleurs, je rigolais hier avec Hello Charlie parce que j'ai vu ce week-end des photos de la rue de l'Arrêt à Lyon, blindé de monde. Et je me dis, malgré tout, les gens adorent quand même acheter, quoi. C'est incroyable. Mais on n'a pas envie d'avoir l'impression qu'on n'a pas le choix. Donc, il ne faut pas faire d'email trop long parce que là, ça ne laisse pas la place et ça ne fonctionne pas. Voilà pour celle-ci. Ah oui, j'ai cette citation, pardon, de Mark Twain d'ailleurs qui disait, en gros, il disait avec ces mots, faire un email long, c'est facile, tout le monde est capable de le faire. Faire un email court, c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut avoir des process, c'est là que notre méthodologie est utile, et c'est là qu'il faut investir du temps là-dedans. Et Mark Twain a dit ça hein, par rapport à son œuvre, il disait, j'avais pas le temps d'écrire une lettre courte, parce que c'est ça qui prend du temps, donc j'ai écrit une longue à la place. Et c'est vraiment l'idée de investir son temps sur avoir des emails le plus court possible. Voilà. Deuxième erreur, c'est pas d'accroche, c'est-à-dire qu'on oublie de dire, j'ai des exemples, je crois, dans la slide suivante, tu peux passer loin. Voilà, une accroche, c'est je vous écris parce que j'ai remarqué que, ça marche bien sur LinkedIn. Je vous écris suite à un post que vous avez partagé. J'ai trouvé votre commentaire intéressant. On s'est rencontrés la semaine dernière, ou on était sur tel Zoom la semaine dernière. Ou alors, carrément, Manon Martin m'a donné vos coordonnées. Voilà, mais arrivez tout de suite à raccrocher un petit peu la réalité du prospect avec la vôtre. Donc, cette accroche, elle est super intéressante. La troisième erreur, c'est souvent de donner trop d'infos sur vous, vos services. On l'a fait toutes. Hein. Encore une fois, sur ce premier contact, c'est pas le but. On est là uniquement pour attirer l'attention. Voilà. Et la quatrième erreur, c'est la slide du petit chaton. Avec Romain, dans toutes les présentations qu'on fait, on met un petit chaton. Soyez prévenus. Mais celui-là, j'adore parce que souvent, dans les textes qu'on voit passer, notamment dans les emails, parce qu'on argumente, etc., il y a un message qui est sous-jacent qui est en gros monsieur le prospect, je vous en prie, répondez à mon appel,
venez faire une démo, achetez-moi mon produit, achetez-moi mon service, c'est formidable. Et évidemment, plus on fait ça, plus les gens comprennent qu'ils ont un petit pouvoir sur vous et que votre truc, personne d'autre ne l'a acheté encore. Et donc, ils n'ont pas envie de l'acheter non plus. Donc, il faut faire attention aux messages un peu sous-jacents. Et la dernière erreur, c'est qu'en fin d'email, on oublie de mettre un appel à l'action, un call to action. Ce qui ne fonctionne pas, c'est par exemple, qu'en pensez-vous? Ou n'hésitez pas à revenir vers moi, ou on s'appelle plus tard, ou je passerai vous voir, etc. Ce qu'il faut, c'est avoir sur la dernière ligne, on saute une ligne, et sur la dernière ligne, vraiment une question concrète. Êtes-vous disponible pour 20 minutes au téléphone mercredi 29 avril? Enfin voilà, des choses plus précises qui appellent une réponse en fait, qui appellent une réponse ou une action de la part de la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, mais quand on fait de la vente, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on contrôle. Hein. On ne contrôle pas vraiment si les gens vont acheter au final. Il y a plein d'impondérables, il y a plein de choses qu'on influence un peu indirectement. Donc, il faut contrôler le plus possible de choses qu'on peut contrôler. C'est pour ça qu'on a une approche très process. Et ce call to action à la fin de l'email, c'est ça, c'est se dire, tiens, il va peut-être pas prendre la perche que je lui tends, mais ce qui est sûr, c'est que si je lui tends pas la perche, il va pas la prendre du tout. Donc, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi un call to action bien précis. Demandez une chose bien précise à la personne quand vous faites ce premier contact. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on va envoyer 3 mails. Et souvent, on pose la question, mais du coup, dans le mail 2 et 3, qu'est-ce qu'on met? Alors, dans le 3, ça peut dépendre. Mais dans le 2, on ne change pas grand-chose. On va ajouter ce que chez Northstar, on appelle des power names, c'est-à-dire des noms un peu plus costauds, des sociétés un peu plus connues avec qui on a échangé, qui sont nos clients. Et on va mettre des key selling points un peu plus longs. En se disant la première fois il a peut-être pas lu ou c'est peut-être pas suffisant. Et on va commencer à travailler sur l'atmosphère d'achat en disant en gros ce qu'on n'a pas trop fait sur le premier email, en disant écoutez c'est le deuxième mail que je vous envoie et pas de souci. Moi tout ce que je vous demande c'est une petite discussion de 20 minutes si au bout de 10 on s'aperçoit qu'on n'a pas d'intérêt commun, c'est pas grave. Quoi. Enfin, il faut essayer d'arriver à faire passer ce message-là déjà dans ce premier contact. Voilà. Donc à retenir, un process, 3 mails plus un appel, créer des mails impactants et éviter les erreurs dont on vient de parler. Merci Jérôme. Je vais juste enchaîner sur la posture du sales. En fait, pour être un bon vendeur, dans tous les cas, il faut faire de la quantité. C'est pas tout de passer des heures à préciser son target, à vraiment vouloir identifier le client idéal. Il y en a très peu de clients idéaux. C'est pas ça faire votre chiffre d'affaires. Dans tous les cas, il faut vraiment cibler la quantité. C'est comme ça que vous allez apprendre et pouvoir analyser quelle typologie de persona peut être la meilleure pour vous, comment ils vont réagir, quelles sont leurs objections, etc. Donc, il n'y a pas de secret, la quantité fait la qualité. Là, c'est un petit schéma qu'on aime bien chez Northstar. Alors, c'est tout simplement la catégorisation de la possibilité d'acheter de vos clients. Il y a le secteur A, donc 5 à 10% des boîtes que vous allez contacter, ils vont rien acheter. Vous pourrez faire ce que vous voulez, même s'ils sont dans la cible, ils ne vont pas acheter. Et ça, on ne saura pas forcément pourquoi. Il y aura toujours un problème. Vous allez passer 15 ans pour vraiment leur faire des présentations, etc. Il y a toujours ce genre de catégorie. Vous ne pourrez rien en faire. Il y a la catégorie C, où là, c'est des boîtes qui vont acheter presque immédiatement, sans grosse démo, etc. Vous combler un besoin immédiatement. Donc ça existe. Alors, on aimerait que ce soit plus que 5 ou 10%. Mais voilà, c'est la vente facile, on va dire. Et après, il y a tout le reste, donc de 80 à 90% des autres prospects qui sont dans la catégorie B. Et là, c'est des personnes que vous avez contactées, que vous avez croisées à un moment donné, que vous avez déjà peut-être présenté vos solutions, en tout cas qui sont dans votre liste de contacts.
Et c'est là où on va faire de l'éducation. En fait, on va vraiment expliquer notre solution. On va vraiment faire des démos. Et il y a une partie recyclage où là, c'est des personnes qu'on a contactées il y a 1, 2 mois et qu'on n'a pas eu de réponse suite à nos 3 mails. Alors, c'est peut-être le moment de passer son coup de fil. Normalement, vous l'avez déjà passé avant. Mais voilà, il faut avoir pour objectif de faire passer ces catégories B à la catégorie C. Et bah, ça, c'est du boulot. Et dans tous les cas, c'est un truc qui s'adapte à toutes sortes d'entreprises. Il faut bien avoir en tête et ne pas se dire bah, voilà, chaque personne que je contacte a un potentiel d'acheter. Non, il y a toujours la catégorie A qui ne va pas acheter. Donc, il faut rester lucide. La toute carte d'achat, alors Jérôme en parlait. Il y a un truc qu'on a vraiment aimé chez Northstar, en tout cas qu'on applique à notre boulot de tous les jours, c'est l'atmosphère d'achat. Ça passe par 2 points. La première, c'est par étape. C'est-à-dire qu'il faut se dire à la fin d'un résumé d'offre ou à la fin d'une deuxième call, il faut prendre une décision. Tu achètes pas. Si tu achètes, c'est cool. Si tu n'achètes pas, c'est pas cool. Il faut vraiment, dans cette atmosphère d'achat, vraiment montrer que on est là pour faire un partenariat win-win. On n'est pas là, tu achètes une fois et puis après on se dit au revoir et puis voilà. Non, on est là pour dire bah, on va solutionner un de vos problèmes grâce à votre achat, ça va nous aider, etc. Jérôme aime bien présenter la chose sous la forme des neurosciences. En fait, si on montre la porte de sortie à un client, il va se dire ok, j'ai toujours une possibilité de sortir de la discussion si ça ne m'intéresse pas. Alors que s'il n'est pas intéressé et que vous déballez votre argumentaire, il va se dire comment je sors de là, en fait, ce n'est pas du tout adapté à moi. Voilà. Il va passer son temps à se concentrer sur comment sortir plutôt que de on va passer 20 minutes au téléphone. Si au bout de 5-10 minutes, vous voyez que ça ne vous correspond pas, dites-le moi, je n'ai pas de temps à perdre, vous n'avez pas de temps à perdre, c'est cool. Donc, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas souvent dans tous ces workshops de vente, etc. Pour nous, c'est essentiel pour avoir une bonne atmosphère d'achat. Raconter des histoires. Si je commence par je fais partie de cette entreprise qui a été créée en 2001 et qui a 56 collaborateurs. Ok, c'est un peu bateau, il n'y a rien de très nouveau. Mais par contre, si je commence par Il était une fois, une bande de passionnés a décidé de pouvoir solutionner des problèmes existentiels d'une entreprise, là, on a tout de suite plus d'attention. C'est simple, hein, quand on raconte une histoire à un enfant, on commence par Once upon a time, il était une fois, et ça attire l'attention tout de suite. Donc, raconter des histoires, c'est toujours bien, et raconter des histoires vraies, c'est encore mieux. Des discussions que vous avez pu avoir avec des personnes reconnues sur le marché, etc. Ça permet aussi de répondre à des objections plutôt que de présenter tout simplement une entreprise ou son produit. Ça permet de répondre à une objection. Ah, bah justement, la question que vous me posez, je l'ai eue la semaine dernière avec une entreprise qui est un peu dans le même milieu que vous. Au départ, ils n'étaient pas très chauds. Une fois qu'on l'a mis en place, mais nous ont dit merci. Voilà, donc c'est plus facile de raconter des histoires vraies. Voilà, on a fini. On a encore 15-20 minutes pour discuter entre nous. Alors déjà, je vais vous remercier d'être là, remercier tout le M Lyon. Pour terminer, on fait des workshops gratuits individuels pendant 2 heures. Si notre approche vous a intéressé, on peut organiser un rendez-vous et passer du temps ensemble justement pour travailler ces personas, ces key selling points, en tout cas les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre cycle de vente. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter tout ça et puis je vous laisse la parole si vous avez des questions. Est-ce qu'on a des questions? Allô, allô? Oui, posez-la à l'oral. Ouais, bah, allez-y, allez-y. Je pense que vous avez l'air d'un groupe bien discipliné là. On peut y aller.
Je pense que c'est plus pratique de les poser à l'oral. Merci Ouais. beaucoup pour cette présentation. Euh, Moi, je pense que je reprendrai rapidement la proposition d'avoir effectivement une discussion au cas par cas. Je pense que c'est assez intéressant. Cela dit, j'ai une question qui, à mon avis, peut intéresser les autres incubés. Ce qui nous arrive souvent, c'est de tomber sur un interlocuteur qui n'a pas assez de marge de manœuvre au sein de son entreprise. Je m'explique, on va avoir un très bon contact avec lui, on va l'appeler, on va avoir une bonne réunion de qualification ou quoi que ce soit. Il y a un intérêt de sa part, un très fort intérêt, et lui, il va y voir la pertinence. Mais après, très rapidement, ce dont on va se rendre compte, c'est que lui n'a pas forcément le pouvoir décisionnel, donc il va devoir faire appel et susciter l'intérêt et tout simplement l'engagement de sa hiérarchie ou de certains de ses collègues. Et là, on tombe souvent du coup sur la barrière suivante, c'est de se dire, lui nous fait cette promesse, ok, moi je comprends, ça m'intéresse, il faut que j'en discute avec mes collègues. Et 2-3 semaines après, il va dire oui, mes collègues n'ont pas forcément vu l'intérêt. Je vais vous donner le produit ou le service qu'on donne, vous allez très rapidement comprendre pourquoi on tombe là-dessus. Donc voilà, il va faire la promesse, il va tomber sur une fin de non-recevoir de la part de ses collègues. Nous, on va savoir que c'est parce qu'il y aura une logique de téléphone arabe derrière ça, c'est-à-dire qu'il n'aura pas aussi bien vendu le service qu'on propose à ses collègues que nous, on lui a vendu à lui. Et en même temps, on ne veut pas le vexer, c'est-à-dire qu'on ne va pas insister auprès de lui pour lui dire non, non, mais il vaut mieux que la réunion se fasse avec nous. Tout simplement parce que lui va peut-être vouloir se mettre en avant au sein de sa propre entreprise, etc., etc. Donc, on arrive toujours sur ce blocage. Il est d'autant plus présent pour nous, justement, que le service qu'on vend est un service qui est difficilement lisible et compréhensible au premier abord pour les entreprises, dans la mesure où la plupart n'en ont jamais entendu parler. On vend de la R&D bio-inspirée, donc c'est-à-dire inspiré des technologies, des mécanismes du vivant. C'est radicalement neuf pour une entreprise. Donc il y a toujours ces logiques en fait de téléphone arabe entre notre premier interlocuteur et après le décisionnaire. Du coup, ma question, est-ce que vous avez des techniques, des tactiques qui permettent d'éviter de vexer le premier interlocuteur tout en réussissant du coup à avoir accès aux décisionnaires pour les convaincre eux directement sans passer par ce téléphone arabe. Du coup. Voilà, merci beaucoup. Alors, chaque entreprise est différente, a un organigramme différent, des pouvoirs de décision différents. Alors, comme je disais, moi, j'ai beaucoup bossé avec des clients de très grandes entreprises, du IBM, du HP, etc. Les pouvoirs de décision sont hyper compliqués. Alors, moi, ce que je faisais, je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais en tout cas, ça fonctionnait bien. C'est que dès le départ, j'ai mon target, j'ai mon entreprise, il faut que je sache qui c'est qui veut prendre la décision, qui c'est qui a le budget et qui c'est qui a le besoin. Parce qu'en fait, des fois, ce n'est même pas les mêmes personnes. Le budget, il va être par le Chief Financial Director. Le besoin, il va être pour l'équipe R&D. Donc, il va falloir que ça discute en interne. Moi, ce que je faisais toujours, c'est un premier rendez-vous d'introduction. Je convertis la personne à ma solution, donc, qui disent que son besoin peut être assouvi, peut être OK si jamais il prend ma solution. Et par la suite, je dis, écoutez, si ce n'est pas vous qui avez le budget, il faut qu'on discute ensemble avec la personne qui a le budget. Donc, on organise un rendez-vous commun. Ça ne durera pas 1 heure, ça durera 10 minutes, 15 minutes. Mais dans tous les cas, voilà, il faut juste qu'on puisse se rencontrer, qu'il me voit, qu'il sache qui je suis, quelle est ma solution. Alors là, c'est quitte au doux, il faut y aller vraiment à fond. Mais déjà, vous avez un sponsor dans l'entreprise. C'est hyper important d'avoir un sponsor qui est déjà converti à votre solution. Voilà, c'est ma méthode. Après, voilà. Je ne sais pas, est-ce que tu fais ça, toi, Siné? Oui, on va cibler les personnes. Alors, en gros, je vous entendais dire tout à l'heure les mails. Nous, à titre très personnel, moi, je suis très, très perplexe par rapport aux mails. Donc, effectivement, on va donner dans la quantité, mais on va toujours privilégier un numéro de téléphone. Donc, c'est pour ça, en fait, que
on tombe pas tout le temps sur le bon décisionnaire. Mais on préfère avoir quelqu'un qui n'est pas forcément tout de suite décisionnaire, mais avec qui va pouvoir échanger par téléphone, parce qu'il y a ce côté oral dans lequel on va pouvoir lui faire comprendre clairement la plus-value de notre service. Ouais, je suis assez hésitant en fait à chaque fois sur l'idée de vexer ou brouiller en fait le message avec le premier interlocuteur qui va du coup vouloir nous aider, mais en même temps, je ne vais pas essayer de le pousser en lui disant non, mais il faut absolument que ce soit moi qui ai le contact avec votre collègue décisionnaire, quoi. Et j'ai pas trouvé de solution pour l'instant et ça nous arrive assez souvent, mine de rien. Le mail, c'est quand même une bonne solution pour éviter le téléphone arabe. Au moins, on a une trace écrite exacte de ce que vous avez échangé et où c'est que tu veux emmener. Donc, mine de rien, un mail, c'est quand même pas mal. Ça évite oui, malheureusement, en message. fait, ouais, mais malheureusement, en fait, bon, ça, c'est très personnel. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'on échange à part. Ouais. Mais en gros, moi, je t'envoie un mail sur ce qu'on fait. On se réduit on se réduit vraiment drastiquement l'intérêt de la part de nos interlocuteurs parce qu'ils comprennent rien. Moi, je te dis qu'on fait de la bio-inspiration. Personne n'y comprend rien à cette histoire-là. Donc, il faut avoir un vrai échange, ce qui complique l'affaire, ce qui complique l'affaire, et ce qui fait qu'on est réticent au mail et qu'on fait tout en fait pour appeler, tout pour avoir un numéro de téléphone. D'un côté, je pense que chaque business est traduisible en une phrase et quelque chose de compréhensible par tous. Je pense qu'il faut travailler les key selling points, c'est justement la présentation de votre approche, même si ça a l'air très compliqué. Mais je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et il faut même être capable d'expliquer ton business à un enfant de 5 ans, que ça soit compréhensible dès le départ. Je sais que ce n'est pas facile, dit comme ça a l'air idéal, mais c'est possible. Donc, mais on pourra en discuter plus longuement. Il y a quelques petits trucs à travailler là on en discute là maintenant. Mais si tu veux qu'on en discute pendant un workshop individualisé, avec grand plaisir. Oui, c'est ça. Je veux pas accaparer la parole là par rapport aux autres personnes présentes parce Pas de qu'on souci, mais pourrait en débattre des heures. non, mais c'est pertinent. En tout C'est cas, des problèmes qu'on rencontre ouais. tous, je pense. En tout cas, merci déjà beaucoup pour cette réponse et on pourra avoir à part effectivement. Ok, super, merci Sine. Est-ce qu'il y a Pour d'autres rebondir, questions? bonjour Carole de Capsys Robotics. Pour rebondir à ce que disait Sydney à l'instant, on a un peu le même souci parce que pareil, nos comptes sont des gros comptes, donc avec des circuits décisionnaires compliqués, à multibandes et en fonction des groupes, c'est pas toujours le même nombre de bandes et c'est pas forcément les mêmes interlocuteurs. Mais donc on rencontre régulièrement la même problématique, donc ça me parle. Nous, la solution, la méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est quand on a un échange avec une personne, ensuite on lui propose tout de suite, s'il faut qu'il en parle à d'autres personnes, effectivement, de faire une réunion commune. C'est parfois possible, et quand c'est possible, c'est l'idéal. Mais parfois, c'est non, mais vous inquiétez pas, je le vois demain, de toute façon, je fais un point, je vais déjà en parler à Bidule ou à Bidule, machin, tout ça. Donc, du coup, à chaque fois, je propose d'envoyer par mail un certain nombre de documents, d'éléments sur lesquels la personne peut s'appuyer pour justement essayer de limiter l'effet téléphone arabe dont parlait Sydney. Essayer justement de faire passer nos propres messages. Donc, du coup, nos supports, alors, ils sont plusieurs. Il y a une présentation où, pour le coup, au niveau du message, on est vraiment toujours en perpétuelle recherche pour essayer d'avoir un message percutant, court et qui parle aux différents interlocuteurs qui vont devoir être convaincus. Et on a aussi rajouté des vidéos témoignages clients ou témoignages utilisateurs pour que les personnes puissent, pareil, même s'ils n'ont pas tout compris, se dire « Ah bah tiens, visiblement, Alstom a trouvé ça intéressant » ou voilà. Mais je suis d'accord avec Sydney, c'est quand même une vraie problématique qu'on peut rencontrer et je n'ai pas encore la solution miracle. Les entreprises, les grands groupes sont assez experts pour éviter les solutions miracles. Oui, j'ai l'impression. Déjà, il y a la barrière de l'accueil, il y a voilà, les guéguerres internes, il y a beaucoup de choses en fait qui vont se mettre sur ton chemin pour ne pas accéder au bon interlocuteur. C'est pour ça que moi, je préconise toujours de faire un organigramme à la base
je vais targeter cette entreprise. Alors, c'est quoi la division? Qui c'est qui gère le budget de la division? Quelle est ma division cible? Quelle est la personne idéale que je vais essayer d'avoir? Voilà, au moins avoir une analyse de là où on va. Et petit à petit, en fait, votre but, c'est de compléter cet organigramme. En fait, c'est comme si vous faisiez partie de l'entreprise cliente. Vous savez exactement comment ça marche. Plus vous allez contacter de monde, plus vous allez avoir une meilleure idée et plus vous allez même parler le jargon de l'entreprise. Donc, voilà, il y a des petits trucs comme ça. En fait, c'est vraiment un boulot de longue haleine. Et, ce que je fais tout le temps, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un au téléphone, je demande, vous travaillez avec qui? C'est qui dans votre équipe? Ça se trouve, je les ai déjà rencontrés en fait. Le but, c'est d'avoir un maximum de noms. Une fois qu'on a le prénom, le nom, vous mettez la terminaison de l'email et puis on envoie quoi. C'est des petites techniques, mais à voir si ça peut Après, marcher. nous, on rencontre une autre problématique, c'est qu'effectivement, on s'était rendu compte, pareil, un même constat que ce que Sydney faisait remonter. On a eu la chance sur certains grands groupes d'avoir les bonnes personnes, enfin en tout cas ce qui nous semblait être les bonnes personnes, c'est-à-dire que quand tu as la DRH du groupe qui dit je veux effectivement cette solution, je la trouve intéressante et on va la tester sur le siège, donc on la teste, ouais, elle est intéressante, il faut la pousser en région. Et là, on a eu le cas chez Heineken, on a eu le cas chez Bouygues Télécom. Chez Bouygues Télécom, c'est carrément les RH en région qui font pourrir et donc on n'arrive pas à avancer. Chez Heineken, ils ont accepté parce qu'en fait la DRH ne leur a pas donné le choix et ils nous ont reçus. Mais alors, par contre, il fallait voir comment. C'est-à-dire qu'ils étaient pas contents. On l'a su après parce qu'une fois qu'on est intervenu, ils étaient hyper contents. Mais par contre, ça a été parachuté par le siège. Et au final, du coup, on se dit, quand on arrive dans les sites, c'est pas toujours simple parce qu'ils n'ont pas forcément le budget puisque c'est le siège qui décide. Donc, voilà, ça va être compliqué. Mais quand c'est le siège, ça peut être aussi compliqué pour des luttes de pouvoir interne ou de cet effet parachutage par le siège. Donc, effectivement, enfin, quand je dis qu'on n'a pas la recette magique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on finit par se dire, bon, il faut vraiment que l'alignement des planètes soit là et c'est complexe. Ouais. Parce que quand on a les bonnes personnes au siège qui sont décisionnaires, qui ont le budget, etc., et qu'en fait, ça n'avance pas parce qu'on ne peut pas faire sans les gens, c'est compliqué. Ouais. Vous faites quoi exactement? Si tu peux juste me résumer ta solution? Oui, alors nous, on développe un bras robotisé qui fait de la détente musculaire et mentale dans les entreprises. Donc, en fait, c'est une solution qui est destinée à rester à long terme dans l'entreprise et que les salariés peuvent aller utiliser pour faire des pauses de 20 minutes pour aller enlever les tensions musculaires ou les tensions générées par le stress directement sur le lieu de travail. Ok, très bien, intéressant. Effectivement, c'est une problématique RH. Écoute, si tu veux, on peut en discuter un peu plus longuement sur un workshop par rapport à justement comment aller chercher le bon décisionnaire et comment avoir une belle atmosphère d'achat dès le deuxième rendez-vous aussi. Hein, quand tu disais, quand il y a le RH qui va mettre cette solution sur toutes les agences, etc. Comment aussi avoir une adoption multi-région, quoi. Ça, Oui, c'est tout une à fait. atmosphère d'achat. Moi, je veux rebondir là-dessus parce que je trouve ça assez intéressant comme débat et ça m'emmènera à une question que je trouve assez centrale dans le business développement. Ayant moi-même évolué pas mal dans les milieux internationaux, je remarque quand même une chose qui est très très présente en France. Remarque, bon, elle est présente dans chaque pays, mais on a quand même une culture assez importante hein, du sensationnalisme, de la communication, etc. On le voit en ce moment avec l'effet délétère du Covid où tu as l'impression que c'est à celui qui va fabriquer le plus de gel hydroalcoolique et de masques. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais quelque part, je me dis quand même qu'on est mieux reçu chez un client et dans ses propres cercles de décision, dans sa propre organisation, quand on est connu. Et donc, j'en viens à ma question. C'est pas directement lié au business développement, mais quelle est votre position à vous deux sur l'intérêt à dépenser des sommes qui ne sont pas négligeables dans, par exemple, les relations presse?
c'est-à-dire de jouer en fait sur le fait que d'une manière ou d'une autre, on augmente, alors d'une part l'inbound, mais de toute façon aussi notre crédibilité, c'est-à-dire que quand on va en outbound parler à un client, il aura déjà vu ou entendu ou d'une manière ou d'une autre, voilà, il sera passé sur le nom de notre entreprise grâce justement à nos efforts en matière de PR. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus et peut-être aussi des conseils? Alors, Jérôme le disait bien, c'est les noms, en fait. Les grands noms, comme tu disais, en France, on aime le prestige. On dit, ah ouais, j'ai acheté la même solution que chez Google, j'ai acheté la même solution que chez mon concurrent. Bah, c'est là aussi on va faire la différence. Le PR, c'est important, mais je pense pas aussi important que ce que vous allez mettre dans votre mail, ou en tout cas des noms que vous allez présenter à votre prospect, à votre client. Si vous dites, OK, on a installé ça chez votre concurrent, on a augmenté de 15% sa productivité, je dis n'importe quoi, bah là, ça va faire mouche en fait. C'est juste, ah ouais, si là, moi, je veux l'avoir. Je sais pas si Moi, ça répond bien à ta question. Vas-y, Jérôme. je peux ajouter un truc. Depuis 5-6 ans, moi, et j'ai eu des boîtes, hein, et je pense que j'ai eu une boîte où je lâchais 50 ou 60 000 euros à une agence de RP par an. Donc, j'ai fait ça. Si vous le faites peut-être déjà, mais il y a un truc intermédiaire qui est intéressant, c'est tout ce qu'on appelle le content marketing. C'est pas le bizdev, mais c'est assez lié. C'est-à-dire des articles de blog, participer à des conférences, participer à des webinaires, des trucs un peu plus élargis, voilà. Donner de son temps, partager de son expertise, voilà, puisque vous êtes dans un métier technique. Ça peut être au final aussi efficace. C'est un peu chronophage, mais ça vous positionne comme expert dans un domaine. Et ça, ça sert à rien de payer une agence de presse pour ça. Mais Maintenant, si tu veux ça, si vous devez faire des RP, il faut arriver à trouver une agence qui soit pas généraliste, qui soit vraiment, 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 qui ait déjà travaillé avec des concurrents ou vraiment il faut qu'il y ait une grosse capillarité, un secteur qu'ils connaissent bien, quoi. Pour que derrière, ils aient dans leur carnet d'adresses des journalistes spécialisés qui vont vraiment savoir à quelle porte toquer. Ça existe, hein. Donc, c'est peut-être là, ce à quoi je ferai attention, c'est ça, c'est est-ce que l'agence RP que j'ai, elle va vraiment être assez spécialisée pour être capable de faire passer la valeur ajoutée de votre service. Et si vous avez un doute, le faites pas parce que il n'y a pas de ROI sur l'ARP. Enfin, on le sait, je veux dire. Et il y a tellement de trucs avec le digital aujourd'hui sur lequel on peut mesurer du retour sur investissement que l'ARP, c'est malheureusement, c'est mon point de vue, hein, mais c'est le dernier truc sur lequel il faut investir. Ok. J'ai des C'est potes RP. intéressant d'avoir. J'ai des potes RP, il faudra pas dire que j'ai dit ça. Mais ouais, donc je dirais plutôt content marketing, voilà, participer à des webinaires, des conférences, des machins. Quand on pourra faire des salons, refaire des événements physiques, se mettre en avant comme ça, je pense que c'est plus utile commercialement. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Après. Il est midi. Si vous avez d'autres questions, alors vous avez notre email, LinkedIn. N'hésitez pas qu'on se connecte entre nous et qu'on puisse en discuter. On sera ravis de vous donner un peu plus de conseils ou en tout cas notre vision. Et bah, écoutez, je pense qu'on est pas mal, en tout cas niveau timing. Un grand merci à l'EM Lyon. Merci. Ouais, Marie-Lou, Christelle, Maëva, Alexander, tout le monde, à vous, les participants. C'est vraiment cool de pouvoir discuter, surtout avec certains d'entre vous. Et puis, comme je disais, hein, on met en place ce workshop de 2 heures gratuitement, donc n'hésitez pas, c'est une occasion quand même de pouvoir se poser sur votre site de vente.